Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour faire le bilan culture du mois d'octobre, un mois à travers lequel j'ai vu beaucoup de films, mais j'ai aussi reconnecté avec les romans graphiques. J'ai du mal en ce moment à lire, j'arrive pas à être concentrée, donc je me suis tournée vers ce format-là et donc j'ai lu plein de choses super. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais commencer avec les films. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais j'ai commencé un nouveau format sur Instagram qui s'appelle la séance du Jeannot. C'est un format Reels en face cam où je me filme avant et après projection d'un film. J'essaye de choisir des films plutôt indépendants, pas beaucoup distribués, et j'en fais une mini critique en 1 minute pour être plus dans l'actualité du cinéma, parce que c'est vrai que de faire les bilans à la fin du mois, au vu de la temporalité en ce moment des films en salle, c'est un peu difficile pour vous ensuite de retrouver les films. Donc j'ai créé ce nouveau format et j'ai donc eu récemment l'occasion de parler de 2 films que j'avais envie de rementionner quand même dans ce bilan culture. Le premier, c'est Straight Up, un film de James Swanwick, qui est un film indépendant américain qui a été réalisé en 2019, mais à cause du Covid, etc., il est sorti en France que cette année. C'est une comédie plutôt un peu dramatique, très sarcastique, et c'est l'histoire d'un garçon qui se pose la question de sa sexualité, pas forcément de son genre, mais en tout cas de sa sexualité. Et donc on va traverser l'idée de l'homosexualité, de la bisexualité, voire de l'asexualité. Et il va finalement rencontrer Chaussure à son pied, et ça va être une histoire d'amour très drôle et très touchante qui vient aborder ces thématiques hyper importantes que j'avais jamais vues auparavant dans un film. Donc c'est vraiment un film à la Girls, à la New Girl aussi comme série, ou à Master of None si vous avez ces références. C'est très joyeux comme moment, donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a plu et qui m'a fait du bien, donc je vous le recommande grandement. Le deuxième film dont j'ai pu parler en réel, c'est Libre Garance de Lisa Diaz. C'est un film français cette fois-ci, où on est dans les années 60-70, dans une famille qui vit dans les Cévennes de manière un peu libre et loin des dictats de la société. Et c'est un film qui se place du point de vue d'une enfant, Garance, qui finit son enfance et qui écoute un peu aux portes des parents, et donc elle va être confrontée à un problème d'adulte alors qu'elle est enfant. Ce que j'ai aimé dans ce film là, c'est la poésie, justement parce qu'on est dans un regard d'enfant et que c'est tenu tout le long, et que c'est à travers elle qu'on comprend les enjeux, et des enjeux qui sont plutôt des enjeux d'adultes. Donc j'ai trouvé ça très bien, scénaristiquement ça se tient vraiment tout le long et c'est très beau. Mais au-delà de ça, c'est la photographie qui est sublime, parce que c'est beaucoup de lumière naturelle, c'est vraiment des décors de nature, etc., que j'aime beaucoup. Enfin, il y a pas mal de motifs en fait qui me plaisent, que ce soit l'époque dans laquelle le propos prend lieu, mais aussi ce qui est raconté, et puis ce personnage de Garance. Vraiment c'était un film joyeux là aussi, et très beau, très maîtrisé. Pourtant je crois que c'est un premier long métrage d'une jeune femme qui sort du documentaire si je ne m'abuse, et de la photographie. Mais c'était vraiment un très beau film qui ressemble beaucoup à ce que j'aime moi, et puis ce que j'aspire à faire, donc voilà, je vous recommande grandement ce film là si vous avez l'occasion de le récupérer. Le troisième film dont je vais vous parler, c'est un film qui fait grand bruit et je pense qu'il fait beaucoup d'entrées, c'est L'Innocent, un long métrage de Louis Garrel. C'est une histoire un peu difficile à résumer parce qu'il emprunte des codes à plein de genres différents, que ce soit le drame, la comédie, le thriller, le film policier, etc. Mais c'est un film qui est tellement joyeux, tellement heureux, tellement agréable à regarder, tellement hors norme aussi d'une manière. Ça se passe à Lyon, et donc c'est l'histoire de ce garçon, Abel, dont la maman se marie avec un prisonnier, et il va être emmené avec ce nouveau beau-père dans une histoire de casse un peu rocambolesque, et il y a notamment un personnage secondaire, plus ou moins, qui est joué par Noémie Merlan, et ce personnage là il est génial aussi. Noémie Merlan, elle est exceptionnelle dans ce rôle là. C'est un film qui m'a fait pleurer de joie et voilà, et d'émotion, qui était vraiment hors d'une réalité trop contemporaine et triste et morose, et c'était vraiment gai, et j'ai été totalement emportée par ce film là. Il y a beaucoup de motifs là encore que j'ai aimé, mention spéciale pour le personnage joué dans la station service, trop drôle, séquence à mourir de rire, donc vraiment j'ai adoré ce film et je vous le recommande si vous avez un coup de mou. Vraiment c'est un film qui fait grand bien. J'ai aussi découvert le prix du jury du Festival de Cannes de cette année. Il s'agit de Io de Jerzy Skolimowski, j'ai mes notes parce que c'est un réalisateur polonais qui a plus de 80 ans je crois, et ici on va suivre la vie d'un âne, de son point de vue plus ou moins, et alors qu'il commence sa carrière, en tout cas sa vie
là où démarre le film, auprès d'une jeune femme dans un cirque. Il est pris par l'État, je crois, parce que des défenseurs des droits animaux se plaignent. Et ensuite, ça va être son parcours de vie. Il va passer par plein d'étapes différentes, que ce soit à la boucherie ou par d'autres propriétaires, tenu par d'autres propriétaires, etc. C'est un film qui m'a laissé complètement à côté, que j'ai pas aimé du tout. Je trouve que le propos, si c'est de défendre la vie animale, ou en tout cas de questionner ce rapport de l'homme qui se met au centre à l'animal, bah c'est pas subtil du tout, quoi. Et puis ça utilise tous les gros clichés et toutes les grandes idées très claires de oui, les animaux, bah soit on les exploite, soit on les mange, soit, enfin voilà. J'ai pas trouvé ça très fin. Et au-delà de ça, il y a une espèce de kiff de réalisateur à utiliser beaucoup de nouvelles technologies, à proposer plusieurs choses avec la photographie qui est absolument pas nécessaire et qui du coup est plus un kiff justement de réal que quelque chose qui est apporté à la narration, bien que finalement ce soit la chose la plus intéressante du film parce que le scénario est vraiment pourri, quoi. En tout cas moi je suis passée complètement à côté de ce film. La seule chose peut-être que ça me fait réaliser, c'est que si j'ai un problème avec les animaux de compagnie, c'est aussi, et les chevaux aussi, j'ai un problème avec les chevaux, genre j'aime pas du tout ça, c'est parce que je pense que j'ai pas ce rapport de prédominance sur l'animal et que je crois être dans un rapport assez équitable ou en tout cas assez empathique vis-à-vis des animaux et que j'ai beaucoup de mal avec la soumission, que ce soit la soumission chez soi avec les animaux de compagnie ou l'élevage ou des choses comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas tant une sensibilité exacerbée avec les gens qui ont des chats, des chiens, des trucs comme ça. Enfin moi ça me laisse souvent de marbre et je pense plutôt que c'est parce que j'ai toujours considéré que c'était un peu des humains comme nous et que j'ai du mal avec le rapport de domination là-dedans. Bon, voilà. Toujours est-il que c'est pas un film que je vous recommande nécessairement pour ce mois-ci et que je suis assez surprise d'ailleurs qu'il ait reçu le prix du jury. Mais bon écoutez, c'était une expérience quand même de cinéma, donc voilà. J'ai aussi découvert Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira et Roche Dizem notamment comme comédiens. On est sur l'histoire de Virginie Efira qui donc tombe amoureuse de cet homme qui a déjà un enfant en bas âge, Leila, qui a 4-5 ans, et donc elle devient belle-mère et se pose toute la question du rôle de la belle-mère et donc de la maternité. C'est un sujet vachement d'actualité et ce cinéma-là fait immensément écho à ce que j'écris en ce moment et aussi au cinéma auquel j'aspire dans la manière de filmer, etc. Donc vraiment je me suis beaucoup reconnue dans ce travail, mais sûrement parce que c'est des questions qui m'obsèdent en ce moment et aussi parce que c'est très proche de ce que je fais ou ce que je prétends faire. Je suis restée un peu distante, je pense par protection, pour pas tomber dans les larmes absolues pendant 8 heures. J'ai gardé une espèce de distance. Je trouve que c'est un film qui est maîtrisé de bout en bout, qui raconte une très belle histoire et qu'il faut que ces récits existent. Je pense qu'on peut y être sensible aussi quand on a vécu peut-être quelque part des expériences amoureuses ou en tout cas qu'on a un avis peut-être sur cette question, sinon j'ai peur que ça parle pas du tout à un très jeune public parce que c'est quand même des... Et c'est nécessaire absolument, hein, mais c'est quand même des personnages avec des enjeux plus d'adultes quoi. Mais peut-être que si vous êtes plus jeune, vous l'avez regardé et vous avez ressenti des choses, je sais pas trop. Moi je pense que je serais passée complètement à côté il y a encore quelques années, donc c'est pour ça que je dis ça. J'ai eu l'occasion d'assister au festival Jean Carmet, qui est un festival de comédiens et de comédiennes qui se déroule à Moulins-sur-Allier. Voilà, donc j'ai pu découvrir beaucoup de courts-métrages et j'ai passé un super séjour là-bas. Et à cette occasion, j'ai aussi découvert un film qui s'appelle Les Ensorcelés de Vincente Minnelli, qui est un film en noir et blanc de 1952. C'est pas du tout le genre de cinéma vers lequel je vais, vous le savez, je suis cinéphile depuis récemment, enfin je dirais depuis 4-5 ans, et donc je suis beaucoup plus habituée à voir des films très actuels, très contemporains, qui sortent en salle, en plus de ça, parce que j'aime voir les films en salle, donc je vois généralement des choses d'actualité, même si c'est vrai que j'ai la chance d'avoir accès aux salles d'art et d'essai parisiennes. C'est pas un truc qui m'attire, ou en tout cas j'ai tellement peu été éduquée et sensibilisée à ça que je me dirige pas nécessairement vers ce genre de cinéma, qui est pourtant le cinéma fondateur. Et donc j'ai passé un super bon moment avec ce film là, qui raconte l'histoire d'un producteur, d'un réalisateur et d'une comédienne qui ont eu affaire
à une personne qui les a plus ou moins aidés dans leur carrière et qui les rappelle parce qu'il est en galère aujourd'hui et qu'il a besoin d'eux pour un nouveau projet. Et donc ils vont se poser la question de savoir si oui ou non ils retravaillent avec lui, et donc on va faire des retours en arrière pour chacun de ces personnages, dans quelle a été leur relation avec ce fameux monsieur. Et c'est vraiment super, je trouve que ça propose quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de voir, forcément, que c'est un Hollywood des années 50 avec des femmes au look improbable, avec des robes sublimes, avec des coiffes toujours très bien faites. Ça montre aussi un aspect de ce qu'était l'industrie du cinéma à cette époque-ci. J'ai passé un excellent moment, donc vraiment je vous recommande. Et si vous aussi vous avez des références dans ce genre de cinéma auquel je suis pas du tout sensible, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pense que je ferai aussi un tour sur le compte de Says the Movie, Rita, qui elle est vachement plus familière de ce cinéma-là et qui en fait beaucoup de critiques ou de commentaires sur son réseau social principal qui est Instagram, que je vous mets juste ici si vous connaissez pas. Je pense que ça pourrait vous plaire. J'ai aussi découvert Méduse de Sophie Lévy, et c'est un film pour lequel je voulais faire un séance de Jeannot sur Instagram, mais je me suis dit que comme j'avais pas aimé le film, ce serait pas très vendeur et ce serait un peu dommage, parce que le but c'est quand même de vous inciter à voir des films, mais plutôt des films qui m'ont plu. Et Méduse est un premier long métrage qui est très mal distribué, le pauvre, malheureusement, mais qui me donnait beaucoup envie parce que j'avais lu une critique sur le Canard enchaîné qui donnait vachement envie. Et donc c'est un huis clos qui se passe dans une maison qui appartenait à une grand-mère dont ont hérité ses deux petites filles. L'une des deux s'appelle Romane et l'autre Clémence, et Clémence a eu un accident plus jeune et donc elle est handicapée, elle peut pas bouger une de ses jambes, enfin mal, et elle ne peut pas parler. Et leur destin enfermé dans cette maison très spéciale va changer le jour où Romane rencontre un jeune homme interprété par Arnaud Valois, et donc va se créer une dynamique à trois dans la maison avec ce nouveau personnage dans leur vie. Arnaud Valois est exceptionnel dans ce rôle et pour ça je regrette pas d'avoir vu le film, mais je trouve quand même que je suis restée à côté et j'arrive pas à déterminer pourquoi, parce qu'il y avait tous les éléments pour que ça me plaise. Et en fait ça, ouais, je reste complètement à côté. Donc c'est vachement dommage. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi je suis vraiment restée lointaine et je comprends pas trop pourquoi, mais ouais, ça m'a pas touchée, je pense. C'était pas assez sensible pour moi, ça manquait peut-être de corps, je sais pas, ouais, peut-être aussi c'est l'aspect sableux de toutes les images, parce qu'il y a un traitement à l'étalonnage qui est vraiment jaune, sableux, et je sais pas, ouais, ça m'a vraiment laissé à distance, et je pense que c'est ce que le film veut aussi, une espèce de froideur comme ça, où on comprend qu'elles sont bloquées dans cette maison-là et bloquées dans leur vie, mais voilà, j'ai été déçue de Méduse malheureusement. Donc voilà. J'ai eu l'occasion aussi de découvrir en avant-première 3 nuits par semaine de Florent Gouelou, qui est le premier film produit, le premier long métrage produit par Yun Kun Kun Productions, qui est un film ici qui raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Baptiste, qui rencontre des drag queens et qui va s'immiscer petit à petit dans leur milieu, d'abord pour les photographier et puis ensuite il va être question d'une histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé ce film, qui est très joyeux, qui est très maîtrisé en termes de photographie aussi, et qui nous permet d'accéder à ce qu'est le monde des drag queens sans aucun cliché du tout, et justement en se débarrassant de ça on va juste au cœur de l'essentiel, qui est une émotion qui est partagée dans cette histoire de couple, puis aussi avec un spectateur pas forcément aguerri, et j'ai trouvé que c'était vraiment excessivement maîtrisé, très clair, et que ça permettait de détruire tous les clichés et juste d'apporter un nouveau récit. Et il faut pas que ce film soit jugé au vu de ce dont il parle, mais juste au vu du fait qu'il soit un film, un long métrage, et qu'il soit un film de cinéma quoi. Et vraiment je pense que ça peut être un grand succès populaire, en tout cas je l'espère vraiment, parce que je pense que ça peut toucher plein de générations, de plein d'âges différents, et que le sujet traité est assez universel. Et au-delà de ça, encore une fois, scénaristiquement et même sur la plastique du film, enfin ça se tient de bout en bout, et moi j'ai été vraiment éblouie évidemment par les dragues et par ce monde-là et par les paillettes etc, mais aussi par la sensibilité avec laquelle le réalisateur arrive à raconter cette histoire. Donc si vous avez l'occasion de le découvrir, vraiment excellent moment, je recommande à 1000%, 3 nuits par semaine. Ce mois-ci, comme roman graphique, je vais d'abord vous parler de ceux que j'ai pas en main parce que malheureusement je les ai lus chez des amis. Le premier c'est Les Peasley de Jérémy Moreau,
qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Nathan, qui est chauffeur Uber et qui a perdu sa maman et donc doit s'occuper de son petit frère et sa petite sœur. Mais il fait un burn-out total du boulot. Nathan, il va rencontrer une vieille femme qui habite en Alaska et qui va lui proposer de venir avec son frère et sa sœur vivre avec elle là-bas dans ce territoire loin de toute leur réalité, sans téléphone, sans internet, sans connexion, au plus proche de la nature, dans une cabane, à vivre vraiment entouré des éléments, l'eau, la neige. Voilà, vous imaginez un peu le topo. Dans la période qu'on traverse, les propos un peu de reconnexion avec la nature sont très présents, je trouve, dans nos imaginaires et donc dans ce qu'on consomme dans la culture, enfin en actualité, je trouve. Passons. Ils arrivent donc sur ce territoire qu'ils ne maîtrisent pas du tout et va s'opérer un peu potentiellement une reconnexion avec la nature pour ces différents personnages. Et donc on va avoir la question de où est-ce qu'on met la nature, où est-ce qu'on la place dans notre quotidien et aussi qu'est-ce que l'homme a fait de destruction à la planète parce que forcément ça va pas se passer comme prévu. C'est très très poétique et esthétiquement, graphiquement c'est sublimissime, les images sont folles et ça c'est très très beau et il y a aussi tout un aspect métaphorique sur justement qui sont les Peasley, qui sont des ours qui disparaissent etc. VS cette famille et c'est franchement très très beau, très poétique, c'est un peu un voyage quoi. C'est vraiment un super moment donc je vous recommande si vous aimez les beaux romans graphiques très très précis dans leurs détails et dans leurs dessins et dans leurs colos, et bah ça c'est vraiment un bijou parce que c'est très très beau et en fait ça fait un peu une sensation de voler de nuages, enfin voilà c'est un beau moment passé à lire ce roman graphique-ci. Un peu dans le même genre mais c'est différent. C'est celui-ci que j'ai lu récemment qui s'appelle Okai de Neyef, sorti chez Label 619. Ça aussi c'est un très beau livre comme ça et puis sur le traitement graphique et sur la lumière c'est juste malade comment c'est fait et comment c'est beau. J'avais l'impression tout le long de la lecture d'être dans un film et d'entendre les bruits et de ressentir les lumières, enfin juste regarder ça, la lumière à travers les feuilles, c'est trop beau. Donc vraiment j'ai eu l'impression d'être dans un film de Tarantino tout le long parce que ça se passe en Amérique quand les Indiens se font exterminer par les Blancs et donc c'est l'histoire de deux Indiens, un Irlandais avec eux et un enfant qu'ils vont rencontrer qui s'appelle George, qui vont essayer de défendre leurs droits d'Indiens ou en tout cas vont se poser la question de leur appartenance à leur ethnie, ce lien à l'ethnie et comment on fait pour la défendre. Je trouve que là aussi le propos peut résonner vachement avec l'actualité et d'utiliser des personnages aussi lointains dans l'époque, on comprend le parallèle qui est fait avec notre société actuelle, seulement comme ça emprunte au code du western et des choses comme ça, il y a beaucoup de morts et beaucoup de bastons et beaucoup de pistolets et la morale à la fin m'a un peu déçue. Je vais pas vous spoiler mais vous le découvrirez par vous-même. Là encore c'est un beau voyage et c'est un livre dans lequel on plonge et on est vraiment emporté par l'aventure. Si vous aimez le western, si vous aimez Tarantino, ça vous plaira sûrement. Moi c'est pas ce avec quoi je match le plus mais ça c'était quand même un très très bon moment, une très belle aventure et je trouve qu'en fait il y a un parallèle à faire entre les Peasley et celui-ci parce qu'on est quand même sur de la quête, en fait des personnages qui sont en quête de leur identité, en quête de retrouver leurs racines et qui vont se rapprocher de la nature et aussi être en conflit avec d'autres êtres humains dans cette défense ou non de la racine et de la nature. Voilà. Un roman graphique dont j'avais absolument envie de vous parler, que j'ai manqué de faire alors que je l'ai découvert il y a un petit moment déjà, c'est Carnet de santé foireuse de Posla, qui est un roman graphique qui vient retracer son expérience avec la maladie de Crohn. C'est son journal de bord pendant des années, je crois, où il nous explique toute son errance médicale à découvrir sa maladie et les solutions qu'il a mis en place, ou en tout cas toutes les étapes pour comprendre quelle maladie c'était et pour surtout essayer de se soigner finalement, et comment ça a affecté son quotidien avec sa femme, avec sa fille, etc. C'est vraiment un roman graphique hyper touchant parce qu'on sent la sincérité d'un homme qui galère et qui souffre, mais c'est expliqué, raconté avec humour et avec un trait très vif et avec beaucoup de vie et j'ai beaucoup aimé ce témoignage. Je trouve que c'est un super outil si vous avez des gens autour de vous ou si vous-même êtes atteint de la maladie de Crohn et si vous voulez vous renseigner à ce sujet là, je trouve que c'est un super outil et j'ai passé un moment de ouf avec un très beau témoignage. Encore une fois ça c'est une addiction à l'autobiographie, mais j'ai beaucoup aimé ça et pourtant c'est pas un dessin vers lequel je vais nécessairement parce que c'est
c'est un peu gribouillis, un peu agressif, enfin je vous mets des images là pour que vous voyez de quoi je parle, mais c'est vraiment un truc que j'ai adoré. J'ai trouvé dans une librairie de seconde main Max Winson de... Ah mais attendez, je viens de comprendre, Jérémy Moreau, celui qui a fait les Peasley, c'est celui qui a fait Max Winson. Incroyable. Ah bah du coup il y a un changement de style, ah c'est incroyable, trop stylé. Ça veut dire que vraiment le mec se réinvente à fond dans son style et trop chouette. Bon bref, Max Winson c'est donc l'histoire de ce joueur de tennis qui est invincible et qui est une superstar du tennis. Et c'est sa vie de tennisman et comment il est adulé mais aussi comment il est entraîné par son père, etc. C'est trop bien. Le scénario est ouf de ce que ça raconte, de notre limite au travail, de la société sur ce qu'elle fait des idoles, du rapport aussi au sport et à la compétition. Et ce personnage de Max Winson, on se demande comment il est arrivé là-dedans. Il est tellement doux, c'est tellement un petit agneau dans ce monde-là de fou hystérique. C'est génial, j'ai adoré le dessin, j'ai adoré le dynamisme, vraiment un scénario béton armé, j'ai trop aimé, vraiment. Voilà, et en fait là c'est La Tyrannie, c'est le 1, donc il y a une suite et j'ai vraiment hâte de mettre la main sur la suite parce que j'ai passé un trop bon moment. Ça fait partie vraiment de mes coups de cœur de romans graphiques depuis un long moment parce que vraiment l'histoire elle est ouf. J'ai aussi eu l'occasion de découvrir Tout un monde de Émilie Seitas qui a été édité aux éditions Delcourt et c'est Delcourt qui a eu la gentillesse de me l'envoyer. Ici Émilie vient parcourir des écolieux, enfin des maisons alternatives et fait des portraits de personnes qui vivent dans ces maisons et qui ont décidé de transitionner pour avoir la plus petite empreinte carbone possible et repenser leur rapport au monde par leur habitat. C'était assez intéressant, après c'est des questions auxquelles je suis assez sensible personnellement et je me demande où sont les ouvertures, est-ce que c'est suffisant. En tout cas si vous n'êtes pas du tout sensibilisé à ce genre d'habitat alternatif, ça peut être une bonne entrée en matière. Et même si ces histoires m'ont plu, je trouve quand même des limites dans ce que ça raconte et dans ces choix de vie qui sont faits, mais ça reste un bon moyen de rentrer dans le sujet si c'est des choses qui vous parlent et si vous voulez vous renseigner à propos des écolieux et avoir des expériences ou en tout cas des témoignages d'expériences de personnes qui ont décidé de vivre de manière alternative. C'est fait tout au crayon de couleur, ça c'est assez joli aussi. Mais voilà, pas transcendant, mais agréable quand même comme lecture. Et merci encore une fois Delcourt de me faire découvrir ce que vous éditez. Voilà, deux dernières choses dont je veux vous parler. La première c'est Exologie, une série de podcasts de 5 épisodes réalisés par Adila Benedjaizou, disponible sur France Culture dans la série des Pieds sur Terre. Elle revient, cette femme, dans une série documentaire sur ses relations avec ses ex puisqu'elle est célibataire depuis 17 ans aujourd'hui et elle se demande pourquoi. Donc dans chaque épisode elle vient interviewer un de ses ex, mais évidemment c'est du docu donc c'est bien plus dense que juste des interviews au micro et c'est super cool comme podcast et c'est vous qui me l'avez beaucoup recommandé sur Instagram donc merci parce que j'ai adoré cette série. Je me couchais avec ça et je m'endormais pas, enfin vraiment je me suis enfilé les épisodes comme ça, comme une série visuelle finalement, tellement j'avais hâte de voir où allait mener toute cette expérience et toute cette enquête, donc vraiment je vous le recommande à 1000%. D'ailleurs en ce moment Les Pieds sur Terre qui fête ses 20 ans je crois, ça me semble fou et en même temps je crois que c'est ça, propose d'accéder... Non, c'est pas possible. Bon, France Culture. Les Pieds sur Terre fête quelque chose, je sais pas quoi, mais du coup il y a leurs meilleurs épisodes qui sont disponibles en ligne dans des sélections, je vous mettrai ça en barre d'infos. Beaucoup d'entre vous m'ont dit avoir découvert Les Pieds sur Terre grâce à moi et franchement je trouve ça fou, donc trop contente parce que vraiment Les Pieds sur Terre c'est un podcast de malade qui permet de découvrir plein d'histoires et plein de vécus différents à travers la France et ailleurs et c'est trop chouette comme émission, donc ce sera toujours une de mes rêves à vie et donc je vous remets les infos en barre d'infos. Et enfin la dernière chose dont je voulais vous parler qui est extrêmement d'actualité puisque j'ai découvert ça il y a 2 nuits de ça, et il s'agit de la deuxième partie du documentaire sur Orelsan, Ne montre jamais ça à personne, réalisé par son frère Clément Cotentin avec des images de Orelsan qui produit un nouvel album Civilisation entre le premier confinement et la sortie du disque. C'est génial, je vous avais déjà fait une critique dithyrambique sur la première saison mais je trouve ce format de docu immense sur ce que ça raconte
du travail, de la volonté, de l'acharnement, de la création commune, de comment on fait un album. Voilà, ça me parle beaucoup aussi parce que je pense que les projets créatifs comme ça, vu que c'est la vie à laquelle j'aspire, ça m'émeut et au-delà de ça, ça m'encourage beaucoup et ça me montre une manière de travailler. C'est souvent quelque chose qu'on tait ou qu'on montre pas. Et c'est important de voir la quantité de travail et de personnes engagées derrière ce genre de projet. Et j'ai eu l'occasion du coup de voir Orelsan en concert à Bruxelles samedi et c'était formidable, c'était un des plus grands concerts de ma vie. Je trouve que il y a une présence scénique, il y a une générosité et puis au-delà de ça c'est un concert qui est pensé dans son intégralité pour être un spectacle entier quoi et global et j'ai adoré ça et ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée, j'ai passé un bête de moment, c'était une vraie expérience avec le public partagé et du coup voilà, il y a très peu de place, je pense qu'il reste sur ces dernières dates mais si vous avez l'occasion de le voir, bon vas-y ça me saoule là, si vous avez l'occasion de... Non tu vas me sauter dessus là, c'est ça le plan? Si vous avez l'occasion de le voir en concert parce que vous aimez ou même parce que vous êtes curieux, bah foncez parce que moi je me suis pris une grosse claque. Mention spéciale pour Civilisation perdue et on a gagné le track d'ouverture et de fin de l'extension de Civilisation. Voilà, j'espère que ce bilan culture vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir de nouvelles choses, d'aller au cinéma et de lire des romans graphiques. Si vous avez des recommandations d'actualité ou pas, mais des gros coups de cœur à me faire découvrir, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour le faire. Si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à ma page Patreon sur laquelle je propose du contenu exclusif avec d'autres vidéos plus lifestyle, enfin plus expérience vlog, des podcasts aussi, etc. Enfin voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, que sais-je. Je vous dis à la prochaine et je vous embrasse. Bisous!